Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, Kariane Bourassa fait le bilan de sa première année comme députée. Petite-Rivière-Saint-François inaugure sa nouvelle piste cyclable. De grands projets pour la traversée de Charlevoix. On découvre tout le génie du nouvel observatoire du Club d'astronomie de Charlevoix. Et Suzanne Réaume nous présente ses romans à la fois historiques et féministes. Bonne émission! Kariane Bourassa s'est confiée sur ses apprentissages au cours de sa première année en tant que députée à notre collègue Martin Ouellette, qui en a profité pour faire le tour des dossiers à suivre. Kariane Bourassa, bonjour. Bonjour. Il y a un an, le 3 octobre dernier, vous étiez élu député de la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. En un mot, comment vous pourriez qualifier votre première année en tant qu'élu? Intense. Intense? Intense. C'est un apprentissage à la vitesse grand V parce que la politique, c'est tellement complexe. Moi, j'aime ça dire que maintenant, j'ai deux jobs. Il y a la job en circonscription où j'aide les entreprises, que j'aide les municipalités dans leurs projets. Et il y a le côté législatif au Salon Bleu, au Parlement, où on travaille les lois. Vous me dites intense. Pourtant, vous avez fait journalisme pendant 15 ans, notamment à TVA. Plus intense que le journalisme? C'est une intensité, ça se ressemble beaucoup parce qu'on est tout le temps à l'affût, l'actualité prend une place très importante, on est tout le temps à l'affût justement d'événements qui surviennent à l'improviste, comme des inondations, comme on pense justement à la STQ par exemple quand il y a des pannes de traversiers. Donc il faut réagir rapidement, un peu comme le journalisme, mais c'est différent parce que mon rôle maintenant est de mettre en contact les acteurs du milieu et les politiciens, de faire le lien entre les besoins de la communauté puis ce qu'on peut faire pour arriver à ces besoins-là au niveau politique. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans la dernière année? Peut-être la conciliation travail-famille, parce que mon conjoint a 2 enfants, puis on est... Et vous travaillez plus d'heures qu'auparavant? Oui, définitivement. On a déjà quantifié pour le plaisir, et je dois dire que c'est pratiquement 40 heures à l'Assemblée, 40 heures en circonscription, donc ça avoisine souvent 80 heures semaine. T'sais. La semaine dernière, je ne suis pas rentrée une seule fois avant 21 heures chez moi, ce qui veut dire que j'ai manqué tous les soupers avec les enfants. Je les vois le matin un peu avant de partir. Donc pour eux, c'est difficile, mais j'essaie de réserver dans mon agenda des moments pour passer du temps avec les enfants, avec mon conjoint. C'est important. Mais ça affecte immanquablement la vie de famille. Oui, mais c'est un sacrifice, je pense, familial. J'ai pas pris la décision de le faire toute seule, mais mon conjoint était avec moi, les enfants, on en a discuté avant que je me lance en politique. Et ils viennent parfois, comme on fait un événement, le Véloton pour le Club Boncoeur, ils vont venir avec moi pédaler, ils vont venir avec moi faire des activités. Mais dites-moi, oui, vous avez fait des sacrifices, mais qu'est-ce que ça vous procure de plus satisfaisant, ce choix que vous avez fait? Aider ma région. Le fait que, moi, je le dis souvent, j'ai déjà eu d'autres offres en politique, puis pour moi, Charlevoix-Côte-de-Beaupré, mon père venait de Bois-Châtel, j'ai mon oncle qui est élevé, qui vient de Sainte-Placide. Oui, mais j'ai pas vraiment habité là, je suis déménagée un an, fait que c'est un peu difficile. Vous n'êtes pas une fille de Drummondville? Non, on peut pas le dire comme ça. Non, c'est ça. J'ai plus de la Mauricie, mais parce que j'ai été élevée par ma mère, mais c'est un peu ça. Ici, je trouve que Charlevoix, il y a tellement des entrepreneurs qui sont compétents, qui ont des idées. Il y a tellement de projets, puis c'est juste de donner le coup de pouce à la région pour qu'elle réalise les projets à la hauteur de ses ambitions. Et faisons maintenant le tour sur les dossiers là, sur lesquels vous avez travaillé. Que vous avez travaillé, sur lesquels vous travaillez, sur lesquels vous allez travailler, bien sûr. Il y a une bonne liste. Il y a une bonne liste. On commence par le suivi au niveau des inondations. Oui. La question qui se pose ces temps-ci, c'est vraiment la problématique du Genévrier. Oui. À répétition inondé cet été. On est rendu à 4 fois. Toujours pas de contribution du gouvernement pour l'aider à sortir de ces inondations. Il vient de faire sa première saison. Qu'est-ce qui arrive là-dedans, madame? On travaille tellement fort ce dossier-là. En fait, c'est que ça bloque où? Le Genévrier est tombé entre 2 cracks. Parce qu'avec le ministère de la Sécurité publique, il y a une indemnisation si le chiffre d'affaires est de moins de 2 millions. Et eux, avec justement la pandémie, les gens sont allés dans les campings, ça a gonflé leur chiffre d'affaires. Donc, pour la première fois, ils avaient fait plus de 2 millions. Maintenant, ils tombent entre 2 chaises. Il faudrait faire quelque chose de spécial pour les aider. Et là, c'est difficile parce que c'est sûr que la machine, c'est intense, mais on travaille tellement fort avec Jonathan Julien, qui d'ailleurs est allé là-bas pour tenter de trouver quelque chose. Il y a aussi des enjeux d'environnement parce qu'on demande à recreuser le nid de la rivière, à faire des interventions majeures là, au niveau de l'aménagement faunique et tout ça.
on s'en va où avec ça? Est-ce que ça avance de ce côté-là aussi? À chaque fois, moi, j'ai demandé, moi, mon contact, c'est Bruno Labbé, avec qui je parle assez souvent. Là, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, je lui parle assez souvent. Puis là, il m'a dit justement qu'il allait avoir des demandes, je ne les ai pas reçues encore, mais spécifiquement sur l'environnement pour retravailler le lit de la rivière avant le gel, justement, puis pour éviter qu'au printemps prochain, il y ait d'autres inondations. Donc ça, c'est une des demandes. J'attends justement les spécifications, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui demande à être fait, et justement les coûts, mais c'est arrivé plusieurs fois qu'on était en contact avec et le ministère et donc, la famille. C'est un dossier sur lequel vous allez travailler. Encore, moi, je n'ai pas terminé, je le dis, c'est tellement un symbole fort dans la région. Autre dossier où il semble y avoir beaucoup de travail à faire, celui de la Société des traversiers du Québec. Oui. Comment, sur une échelle de 1 à 10, vos relations avec la STQ, vous les metteriez où? 10 étant formidable. Je ne vais pas me lancer à dire un chiffre, non, mais ce que je dois dire, c'est que ça doit être amélioré et qu'il y a une rencontre qui va avoir lieu avec Geneviève Guilbeault et la PDG de la STQ dans les prochaines semaines. C'est quelque chose que j'avais déjà demandé. Et là, je pense qu'avec les récents événements, cette rencontre-là va se tenir. On a eu la confirmation. Moi, ce que je dis, c'est que c'est déplorable. C'est pas acceptable nulle part au Québec qu'il y a des citoyens qui soient prisonniers, pris au piège, c'est même le titre d'un des articles ce week-end, parce que les traversiers ne fonctionnent pas. On l'a dit, là, on a acheté les traversiers électriques, ils vont arriver en 2029, ils vont être prêts en 2031. Mais il faut faire avec quand même les prochaines années. Mais c'est ça va permettre justement d'être plus agile avec la relève des bateaux, mais pour l'instant, on doit travailler avec les bateaux qu'on a et malheureusement, on est bad luck sur bad luck. Il y a tout le temps des bris. Mais sur le même dossier, puis là-dessus, on va toucher à l'attitude également de la société. Qu'en est-il du dossier des quais puis de la rénovation des quais? Est-ce qu'on doit comprendre que le projet qui est réclamé par les gens d'Île aux Coudres de se rapprocher de Baie-Saint-Paul, est-ce que le projet est abandonné? Parce non, pas du tout. On nous a dit que les études, ça ne fonctionne plus. Pas du tout. En fait, ce qui est arrivé... On est où là-dessus? C'est qu'il y a eu... Ce qu'on m'a dit, c'est qu'au sein de la STQ, il y a plusieurs gros projets. On pense à Kakuna, justement, aussi, qui refont leur quai. Et l'enveloppe budgétaire, partout, ça a explosé. Et là, selon la STQ, encore une fois, c'est leurs chiffres, ce ne sont pas ceux que j'ai. Ils disent que ce serait 1 milliard pour la reconstruction des quais. Ce qui fait qu'ils ont repoussé un peu plus parce que la vie utile des traversiers arrive en 2035. Donc, on a encore du temps. Fait qu'eux, ce qu'ils ont dit, c'est le DO, donc le dossier d'opportunité, est remis en 2026. Et le dossier d'opportunité, c'est lui qui va dire ça coûte combien déménager à Cap-Roudiable? La route qu'on va faire, ça va coûter combien? Côté environnemental, dynamitage, qu'est-ce que ça implique? Vous en parlez comme quelque chose qui va se faire? Non, mais je dis, le DO va contenir ça. Il va avoir aussi l'autre option. Le DO va dire est-ce que Cap-Roudiable, qu'est-ce que ça engendre? Et aussi, le statu quo, qu'est-ce que ça nécessite? Parce que là, il y a de la grogne aussi aux éboulements. Il y a des gens, tu sais, c'est un stationnement à ciel ouvert, souvent à la traverse. Beaucoup d'aménagements à faire de ce côté-là aussi. Il faut changer les quais de toute manière. Donc, qu'est-ce que ça implique? Mais l'hypothèse de déplacer le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive est encore sur la table. Oui, c'est ce qu'on m'a confirmé. Parlons maintenant de l'espace bleu. Oui. Il n'y a plus de panneaux qui affiche l'espace bleu devant la maison mère. Le maire m'avait contacté. Qu'arrive-t-il? Le maire m'a contacté, puis ça n'a aucun lien avec la faisabilité du projet. C'était vraiment un événement isolé. Partout au Québec, les coûts explosent. On va parler tantôt de la Maison des aînés. Mais qu'est-ce qui arrive avec le dossier de l'espace bleu? Est-ce qu'on va de l'avant avec des travaux de 40 millions tels qu'annoncés? J'en ai parlé avec Mathieu Lacombe lorsqu'on a eu notre dernière rencontre. Et effectivement, le dernier chiffre officiel qu'on avait pour Baie-Saint-Paul, c'était 11 millions. 11 millions, maintenant, on s'entend qu'avec toute l'inflation, avec la construction, c'est ça. Là, ça avait... mais ces chiffres-là circulaient, mais au sein du ministère, c'était pas confirmé. D'accord. Fait qu'effectivement, on se pose la question, est-ce que ça continue? Nous, pour l'instant, on garde le cap, ça va se faire. Mais effectivement, il faut retravailler les chiffres, puis nous, on attend la confirmation des nouveaux chiffres, puis c'est la population qui va le dire. Est-ce que la population veut mettre autant d'argent dans un espace bleu quand on sait qu'on a, par exemple, en santé, en éducation, tellement de travail? Fait que moi, je suis en contact avec le maire de Baie-Saint-Paul, je suis en contact avec le ministre. Pour l'instant, le projet continue, puis c'est encore sur la table. Il y aura un moment de vérité où il se pourrait qu'on mette les priorités ailleurs que dans les espaces bleus. Mais c'est l'argent des contribuables. C'est sûr que, tu sais, 40 millions, c'est beaucoup d'argent si ça s'avère, le chiffre que vous dites. Nous, on attend la confirmation du chiffre officiel. Autre dossier qui va aboutir, votre prédécesseur avait travaillé fort là-dessus, Mme Foster, la Maison des aînés. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une petite déception de savoir qu'on va commencer à la moitié de la capacité de la maison? Comment vous voyez ça? Parce que ça a l'air difficile, même démarrer le projet, là, mais trouver de la main-d'œuvre. Moi, je trouve que c'est incroyable, cette création-là. D'ailleurs, la ministre des Aînés est venue ici visiter la Maison des Aînés avec moi, justement. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'au printemps prochain, il va y avoir 50 % de la maison qui va être ouverte. Ça, c'est au total 48 places. C'est un projet de 36 millions de dollars. Et tu sais, il y en a qui critiquent le coût du projet parce qu'ils disent, bon, mais ça coûte donc bien cher. Mais c'est pas donné, là. Mais en même temps,
qu'est-ce qu'on reproche depuis des années? On dit qu'il y a des aînés qui se ramassent dehors puis qui meurent dans le froid parce qu'ils ont été capables de sortir. Là, il va y avoir des antifugues. On dit justement que le personnel a mal dans le dos parce qu'ils doivent lever des personnes. Il y a des lève-personnes dans chaque chambre. Chaque chambre est individuelle. On dit qu'avec la COVID, quand les aînés étaient tous dans les mêmes chambres, le virus se propageait. On chiale que les gens n'ont pas d'air climatisé dans les résidences pour aînés. Là, ça va être climatisé. Donc, il va y avoir de la ventilation. Vous dites que ce n'est pas seulement l'explosion des coûts de construction, mais également le nombre de services. Oui, c'est ça. Les aménagements spécifiques qui les sont aînés faits. nous disaient, j'en ai visité une autre, puis les aînés nous disaient, c'est comme si c'est le personnel soignant qui venait chez nous. Parce qu'ils se sentent chez eux. Fait que ça, pour moi, le concept des maisons des aînés, j'y adhère. Mais on comprend là, qu'au fur et à mesure que le recrutement va se faire, les places vont s'ouvrir progressivement. Oui, c'est ça, parce que c'est 100 personnes qu'il nous faut au nombre d'employés. Vous comprenez que Baie-Saint-Paul, on a, comme partout ailleurs, une pénurie de main-d'œuvre. Du côté de la Malbaie aussi, souvent, c'est ces gens-là qui vont travailler. On ne veut pas non plus déshabiller les hôpitaux, aller chercher des gens dans les hôpitaux pour qu'il y ait en manque. Donc, on fait affaire avec du personnel étranger. Il y a des nouvelles cohortes également qui vont arriver. Fait qu'on a dit 50 on le fait au printemps prochain. Oui. Et ensuite de ça, à l'automne, ça devrait être ouvert 100 Mais moi, je pense que c'est correct d'y aller par phase. En espérant qu'on aura de la place pour les loger dans Charlevoix. Bien, là, ça aussi. Puis moi, je travaille avec toutes les maires, justement, à Saint-Hilarion. J'ai rencontré le maire hier. Il y a des beaux projets qui sont en train de se faire autour. Il y a encore des terrains à vendre autour. Il y a des quartiers immobiliers qui vont pouvoir... C'est ça qui vont pouvoir lever de terre. Donc, moi, c'est aussi ça, m'assurer. Est-ce qu'il y a des garderies? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des terrains pour que les gens qui veulent s'acheter une propriété, ça soit possible? Fait que c'est arrimer tout ça pour que quand le personnel va arriver, on soit prêt. En terminant, difficile de ne pas parler avec vous du troisième lien. Oui. Un dossier qui ne veut pas mourir, qui est ressuscité. Est-ce que vous trouvez ça dur, parfois, suivre votre premier ministre, qui vous apprend des choses en même temps qu'il l'apprend à la population? Non, moi, je pense qu'il a été cohérent avec le message que la population a lancé. C'est sûr que moi, je suis députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Sur la côte, les gens veulent le troisième lien, je me le fais dire. Et même sur l'île d'Orléans. C'est une partie de votre circonscription. C'est ça, sur la Côte-de-Beaupré. Puis les gens sont tannés de faire le tour par Québec pour, par exemple, aller dans Bellechasse. Donc, les gens sont plus pour un lien à l'est. Maintenant, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on va aller consulter. Moi, de mon côté, j'avais déjà pris les devants, j'ai déjà commencé, mais c'est ce que le premier ministre veut. On veut savoir... Est-ce que la dernière élection, c'était pas une consultation? Bien, on n'a pas parlé... Vous avez été élu sur cette promesse, en bonne partie, en tout cas? Il y a eu beaucoup... Bien, il y a eu différentes promesses, c'était pas que ça. C'était pas un référendum non plus sur le troisième lien, mais je pense que c'est ça, parce que, exemple, l'île d'Orléans, eux, ils veulent pas nécessairement qu'il y ait une autoroute qui passe là. Fait qu'il faut les consulter, tandis que les gens qui sont sur la côte diraient, bien, nous autres, mettez-le n'importe où, on veut juste un lien. Puis là, il y a d'autres personnes qui sont plus proches de Québec, qui disent, nous, on veut le transport en commun. Mais vous savez, je n'irai pas trop longtemps avec vous là-dessus, mais les chiffres n'ont pas changé non plus depuis le début où vous avez décidé d'arrêter le projet. Bien, il n'y a pas le volume de trafic qui justifie ces investissements-là. Le trafic remonte, pour vrai. Et ce que moi, je trouve que l'erreur qu'on a fait, ça aurait été de dire le fameux tunnel, le plus grand au monde et tout ça, ça coûtait 10 milliards. 10 milliards pour un projet, c'est immense. Moi, je trouve que le coût, il a joué pour quelque chose. Le fait que le coût versus l'achalandage aussi. Puis ce que le premier ministre a toujours dit, c'est que les enquêtes origine-destination à tous les 5 ans. Et il a dit, on va reviser le projet à tous les 5 ans. Ce qu'on s'est fait dire par la population en terminant, c'est, on veut que vous le revisiez maintenant, puis on veut que vous nous écoutez maintenant, puis c'est ce qu'on va faire. Karianne Bourassa, merci d'être venue nous voir pour souligner votre premier anniversaire et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. La nouvelle piste cyclable de Petite-Rivière-Saint-François a été inaugurée récemment, mais une dernière phase reste à compléter d'ici le printemps prochain. Voici les détails. C'est avec fierté que les différents partenaires du projet de piste cyclable La Riveraine à Petite-Rivière-Saint-François se sont rassemblés pour l'inauguration de la phase 1 et le début du chantier de la phase 2. Ça n'a pas été un chantier facile. Honnêtement, ça n'a pas été si facile, le tronçon qui a été réalisé jusqu'à date, puis je pense que toute l'organisation municipale est très au courant. En effet, les estimations de l'ordre de 450 000 $ datant de 2021 ont été gravement impactées par l'inflation post-pandémie. Et une des raisons, si tantôt vous allez visiter de ce côté-là, vous allez vous rendre compte qu'une piste cyclable, c'est la même chose que faire une route. Finalement, c'est une route un peu plus étroite, mais la conception est la même. Et d'autre part, faire une route dans l'emprise d'une voie ferrée, c'est extrêmement compliqué pour des questions de sécurité. Il y a toutes sortes de normes parce que tout le drainage d'une piste cyclable, c'était excessivement tout un enjeu de contrôler le drainage pour pas que ça ait un impact sur une voie ferrée. Quand on s'est aperçu qu'on avait un enjeu dans les coûts,
on a aussitôt informé le ministère des Transports, les responsables du programme TAPU, pour leur dire, écoutez, est-ce qu'on pourrait refaire une demande de financement? Parce que ce qu'on a déjà eu, ça ne suffit pas, c'est pas du tout 50% des coûts. On pourrait refaire une autre demande, on oublie ce qui s'est fait. Ils ont été très collaboratifs, je peux vous le dire. Ils nous ont dit non, c'est impossible, mais ce que vous pouvez faire, c'est de scinder en 2 phases. Autre défi important, la conception et la réalisation d'une passerelle traversant la petite rivière Saint-François. On a réussi à la traverser grâce à la passerelle de M. Yorio, 20 mètres, mais aussi quand même au niveau environnemental, on a réussi à l'installer là. Et ce qui était surprenant, puis ça, M. Boudreau était avec moi, Jacques Dufour, l'entreprise Jacques Dufour, il a pris la passerelle qui a été montée là par l'équipe municipale, l'a installée là, pic d'un pin, ça a pris à peu près une demi-heure. La première phase, de 610 mètres, rejoignant le bas de la rue Bergeron, vient donc d'être complétée grâce à la participation du programme Transport actif dans les périmètres urbains du gouvernement du Québec. Pour le gouvernement, c'est un investissement, et je vais être précise, de 162 875 $ pour le financement de la seconde partie. Mais vous l'avez mentionné, on a également été partie prenante pour la première phase et là, on avait donné 221 000 $ en 2021. Alors effectivement, ce qu'on veut avec ça, c'est encourager la mobilité durable, encourager les saines habitudes de vie, puis aussi un moyen de transport qui est plus écologique, mais aussi plus économique. Malgré les embûches, le maire Jean-Guy Bouchard se réjouit du résultat du chantier exécuté par les entreprises Jacques Dufour. À tous ceux qui y ont travaillé, à commencer avec Marc, le chargé de projet, Gaétan, M. Simard, Stéphane, qui a travaillé largement là-dessus, toute l'équipe qui a mis l'épaule à la roue, l'entrepreneur Jacques Dufour. Tu avais raison de mentionner, parce que c'est un travail de grande qualité. Le prolongement de 1,3 km à la piste de 1,5 km déjà existante en fera, une fois terminée, une voie cyclable non seulement récréative, mais aussi de transport actif entre les pôles du village. Depuis mon entrée en politique, il y en a qui commencent à le savoir, ça a fait 1 an récemment, j'ai beaucoup parlé de carboneutralité, j'ai beaucoup parlé de tourisme durable, puis c'est une annonce qui va carrément dans ce sens-là. Je pense qu'il faut le mentionner, notre objectif est le même, carboneutralité pour 2050, puis c'est avec ce type de projet qu'on va pouvoir y arriver. Vous l'avez dit au début, c'était plus pour le loisir, mais je pense que l'agrandissement, puis le fait qu'on rallonge la piste cyclable, ça va servir aussi aux travailleurs, comme vous l'avez mentionné, ça va servir aussi aux gens qui vont vouloir venir profiter du fleuve, profiter des couleurs, donc ça va jumeler l'utile à l'agréable. Le transport actif, c'est vraiment une solution aussi dans un contexte où on est dans un village qui est niché entre la montagne et le fleuve, où il y a des enjeux de circulation, de mobilité, fait que d'offrir des alternatives aux gens pour pouvoir se déplacer rapidement d'un point à un autre, comme la piste cyclable, on vient aussi pallier à cet enjeu-là ici. Fait que je pense que ça nous donne des leviers et des outils pour la suite. Fait que moi, je fais juste lever mon chapeau à ce projet-là, puis j'ai vraiment hâte que la deuxième étape arrive à nos portes. La dernière phase, dont les travaux sont déjà en cours, implique une côte au dénivelé important d'une moyenne de 16 % sur 40 mètres pour atteindre le plateau de Grande-Pointe. Donc pour nous, depuis le début, quand on a été approché pour savoir si on était intéressé à ce que le tronçon puisse passer en avant du domaine Algorie, ça a été assez rapide. Là. Notre réponse était favorable, puis on est vraiment heureux que le projet ait fini par aboutir jusqu'ici. Maintenant, on a vraiment hâte que le projet se rende plus loin, puis j'entends qu'il y a des investissements qui ont été faits, puis on les salue, puis on est très heureux de ça. Fait que pour la suite, en fait, je pense qu'on va arriver vraiment à une autre étape. La journée où on va les connecter avec le plateau de la Grande-Pointe, comme ça a été mentionné, domaine Algorie, Massif Club Med, parce qu'à partir de ce moment-là, on va vraiment s'assurer en fait d'avoir une connexion complète là, avec le noyau villageois. Le projet total aura donc coûté 1,1 million $. On estime la fin des travaux du dernier tronçon pour le printemps 2024. La traversée de Charlevoix souhaite prolonger son itinéraire jusqu'à Saint-Siméon, un projet ambitieux dont j'ai discuté avec le directeur général, Justin Verville-Allary. Justin Verville-Allary, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce grand projet que vous menez avec la traversée de Charlevoix pour agrandir le territoire ou les sentiers. Est-ce que c'est bien ça? Oui, bien en fait, à la traversée de Charlevoix, bon,
Dans les 5 dernières années, on a traversé, disons, une période où on était plus en phase de consolidation. Donc, on a beaucoup travaillé à remettre à niveau les sentiers, commencer les travaux dans les chalets. On a aussi toute une nouvelle équipe qui est rentrée en poste, la transition avec l'ancienne équipe, l'ancienne direction qui est partie à la retraite. OK. Puis là, disons qu'à l'aube du 45e anniversaire, les étoiles semblaient alignées là, pour qu'on se lance vraiment dans une phase de développement de l'offre. Donc, le projet qu'on lance là, en ce moment, ça comporte plusieurs volets. Il y en a un premier, en fait, qui est peut-être celui qui attire le plus l'attention en ce moment. En fait, la traversée de Charlevoix a déjà une continuité naturelle, qui est le sentier de l'Orignac. OK. Ce sentier-là, c'est un sentier qui permet là, de connecter la fin de la 6e journée de la traversée. La traversée actuellement en fait 7, qui s'en va jusqu'au Mont-Grand-Fond. Puis ce sentier-là connecte jusqu'à Saint-Siméon. Puis en ce moment, sur ce sentier-là, on n'a pas d'hébergement. Donc, c'est un sentier qui peut se faire en ce moment, si on veut, en autonomie, mais du fait qu'il n'y a pas d'hébergement à mi-chemin, c'est quand même une section de 33 km. Oh, OK. C'est pas une petite balade d'un après-midi, là. Non, c'est ça, exactement. Donc, le projet qu'on a, c'est de venir rajouter un chalet à la mi-parcours de cette section de 33 km. OK. Donc, ce qui va faire qu'on va amener la traversée de Charlevoix de 7 jours à 8 jours. Donc, en permettant de rajouter une journée, en allant plutôt vers Saint-Siméon. Puis en complétant. Là. Puis ça, c'est un désir des randonneurs de prolonger d'une journée supplémentaire cette passée. Aussi surprenant que ça puisse paraître, on peut se dire qu'après 7 jours, ils peuvent avoir hâte de rentrer chez eux. Ouais. Mais non, en fait, dans les dernières années, on a fait une étude de marché directement auprès de notre clientèle. En fait, quand les gens terminent la randonnée, on leur envoie un questionnaire de satisfaction. Puis une portion qui était sur quel projet de développement vous aimeriez voir être porté par la traversée dans les prochaines années. Il y avait plusieurs choix. Et une de ces suggestions-là qu'on amenait, parce que c'est une idée que nous, on avait déjà derrière la tête, c'était de justement pouvoir prolonger jusqu'à Saint-Siméon. Puis vraiment, à la grande majorité, les gens ont démontré beaucoup d'enthousiasme par rapport à cette idée-là. C'était vraiment l'idée qui sortait le plus fort. On peut comprendre, dans le fond, il y a plusieurs arguments qui peuvent motiver ça. Bon, des fois, après 8 jours, après 7 jours, on est un peu sur l'endorphine. Là. Je pense qu'on est comme on atteint un niveau second souffle un peu. C'est ça, ce qui fait qu'on n'est peut-être pas rationnel. Mais dans les faits, le sentier de l'Orignac, c'est un sentier qui offre des très beaux points de vue. On va plus en sommet, ce qui est moins le cas avec la traversée, ce qui permet vraiment d'avoir de très belles vues là, sur la vallée là, de la Rivière-Noire. Puis l'idée de terminer à Saint-Siméon, si on pense à toutes les lofts qu'il y a là-bas en termes de restauration, de commerce. Oui, puis ça se développe là aussi, là, tranquillement à Saint-Siméon. Absolument. Absolument. On termine sur le fleuve, donc avec une vue magnifique. L'idée de la poutine aussi, parce que... ça finit bien une randonnée. C'est ça, on termine, on arrive dans la civilisation, on peut assouvir tout ce qu'on a espéré pendant notre traversée. Je pense que ça, c'est des éléments motivateurs là, pour les gens. Ça doit être la bienvenue pour la municipalité de Saint-Siméon, j'imagine, là, cette idée-là. Là. Oui, on a un très bel appui, une très belle ouverture là, de la part de la municipalité. Ça fait déjà quelques années là, qu'on discute avec eux de cette idée-là de poursuivre jusqu'à Saint-Siméon, puis on a toujours reçu là, beaucoup d'ouverture. Oui, je comprends. C'est un projet assez ambitieux. Il y a des coûts reliés à ça. Il y a plusieurs étapes, donc comment ça s'enligne pour les prochains mois, années? Oui. Donc, en effet, globalement, c'est un projet qui va s'étaler sur 2 ans. Okay. Là, j'ai parlé beaucoup du chalet sur Orignac parce que pour nous, c'est comme peut-être l'élément le plus évocateur là, d'un développement, d'un prolongement du sentier. Mais il y a d'autres choses aussi dans ce projet-là qui sont tout aussi importantes. Notre parc de chalets, en ce moment, il est vieillissant. Au niveau de l'efficacité énergétique, à l'époque, c'était peut-être pas une préoccupation qui est autant d'actualité qu'aujourd'hui. Donc, dans ce projet-là, on va en profiter aussi pour améliorer l'efficacité de nos chalets. Donc, au niveau du chauffage, par exemple? Entre autres, que ce soit au niveau des appareils de chauffage. En ce moment, ce qu'on a n'est pas du tout performant. Ça chauffe, mais ça consomme beaucoup de bois. Donc, d'améliorer l'efficacité, on pense qu'on pourrait réduire là, presque de moitié la consommation de bois. Ensuite, d'améliorer l'isolation. Et aussi de faire une transition au niveau de l'éclairage. En ce moment, on repose beaucoup sur le propane pour s'éclairer. Donc, on veut vraiment limiter l'usage du propane pour l'essentiel, cuisiner, et l'éclairage, dans le fond, passer à des systèmes eau solaire. Donc, il y a ce volet-là qui s'ajoute. Puis aussi, on a un autre chalet qui va être construit. En fait, sur la promenade. Donc, 2 chalets. Au total, c'est 2 chalets. Construits. Oui, effectivement.
Celui-là vise en fait à rétablir notre offre telle qu'à l'époque, dans le sens où il fut une époque où, sur la traversée, on trouvait les refuges et les chalets. Donc, les refuges, au fil du temps, ont été abandonnés parce que, bon, moins au niveau en termes d'attente, pour ce qui est du confort. des randonneurs? Exact. Okay. Puis, il y en a un en particulier. Certains ont pu être rénovés et offerts en location pour, par exemple, la fin de semaine, on s'installe là, puis on passe la fin de semaine là. Mais il y en a un en particulier, le refuge du Bioro. Disons que par son mode de construction, avait peut-être un moins grand potentiel de mise en valeur patrimoniale. Okay. On parle d'une boîte en plywood. C'était plus rudimentaire, là. Oui, plus vraiment. De style chac de chasse. Là. En plein ça, en plein ça. Donc, ce chalet-là va être démantelé, c'est déjà commencé. Oui. Puis, il va être remplacé par un chalet là, en bois rond. Du même type que les autres. Exactement, exactement. Puis, on accueille dans ces chalets-là, c'est quoi, 4 à 8 personnes selon, à peu près? Oui, là, on vise 6 à 8 personnes pour le chalet du Bioro en particulier. Sur l'Orignac, on va y aller dans le même standard que la traversée, donc 10 à 12. Puis l'idée, là, c'est qu'avec le chalet sur le Bioro, on va pouvoir augmenter la capacité d'accueil au niveau de la première moitié de la traversée, qui est vraiment la plus prisée. Oui, parce qu'on peut faire la demi-traversée de Charlevoix. Oui. Tout ça, ça coûte de l'argent. Oui. J'imagine que vous ne financez pas de façon autonome la totalité du projet. Là. Non, effectivement, bien que, bon, on va faire notre part, c'est sûr. On a mis un bas de laine de côté pour ce projet-là en particulier, mais on peut heureusement compter sur l'appui des 2 MRC qui ont fourni un montant. La Fondation du Sentier transcanadien, car le Sentier de la traversée fait aussi partie, exactement, du Sentier transcanadien, du Sentier national au Québec. Et il y a la Caisse des jardins également, Fleuve et Montagne, qui a confirmé un appui. Okay. Donc, on a déjà une bonne partie du montage, mais c'est un montant total de 780 000 qu'on doit aller chercher. Donc là, on en est à la moitié. Et pour nous aider aussi, on a lancé là, une fameuse campagne de sociofinancement. Oui, donc le sociofinancement qui consiste à solliciter la population, finalement, pour nous aider dans un projet. Vous le faites avec la plateforme La Ruche, qu'on connaît quand même assez bien. On la voit souvent utilisée pour ces projets-là. Peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne, là, si on veut participer? Oui. En fait, comme on l'a dit, là, ça vise à faire participer la population, mais aussi les gens qui nous visitent, notre communauté. En fait, l'idée, c'est pour nous aider à amasser une partie qui est considérée comme la mise de fonds du projet. C'est gagnant-gagnant, dans le sens où les gens sont appelés à venir faire une contribution, puis en échange de leur contribution, ils peuvent avoir des contreparties. Oui, donc on achète quelque chose finalement, là. Oui, en quelque sorte. Oui. On peut effectuer simplement un don si on n'est pas intéressé par les contreparties qui sont là, mais ce que ça permet pour nous, c'est d'approcher, de faire participer aussi d'autres organisations de la région. Donc, on a, exemple, Hydromel Charlevoix qui participe, l'Auberge des Balcons. Donc, en tant que commanditaire, si on veut, ils offrent des produits. Exact. Okay. Donc, ils offrent ces produits-là gratuitement. Exemple, des expériences de dégustation chez Hydromel, des séjours à l'Auberge des Balcons ou à Coop L'Affluent. On a aussi Arcana qui offre des accès gratuits pour les différentes courses qu'ils offrent. En échange, les gens, en fait, pour nous supporter, versent un montant en échange de ces contreparties-là. Et nous, ça vient se rajouter à la cagnotte là, qu'on cherche à amasser. L'objectif, oui, c'est combien sur La Ruche? Oui. Là, en ce moment, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est 35 000 Donc, on a 2 mois pour amasser ce montant-là. Puis, si on réussit l'objectif, bien là, les gens, en ce moment, ils font une promesse de contribution. Et c'est seulement lorsque l'objectif est atteint que là, les gens peuvent que l'argent vont obtenir, est débité. Là. Exactement, que nous, on a la confirmation qu'on a le montant et que les gens vont recevoir leur contrepartie. D'accord. Et est-ce qu'il y a un bonus qui s'ajoute à votre objectif si vous l'atteignez? Je sais que c'est parfois possible. Oui, c'est parfois possible dans certaines campagnes. Dans ce cas-ci, on n'est pas éligible, étant donné que c'est un bonus qui vient de tourisme, du ministère du Tourisme. Okay. Puis là, ça me rappelle que dans les financements qu'on a obtenus aussi, les confirmations à date, on a aussi Tourisme Charlevoix qui a un montant. Donc, c'est ça. Dans ce cas-ci, vraiment, là, c'est l'atteinte de l'objectif et c'est ce montant-là qu'on va pouvoir... Et là, en date d'aujourd'hui, on est à combien? Là, ce matin, quand j'ai regardé, juste avant qu'on commence à se parler, on avait franchi le cap des 10 000 Donc, ça va bien. Ça est important. Donc, ça représente 29 de l'objectif. D'accord. 80 personnes avaient contribué.
Puis aussi, là, je dois dire, dans les contreparties, là, ce qui fait fureur en ce moment, c'est tout ce qui est les items à l'effigie de la traversée. Donc, on a créé toute une gamme dont je porte fièrement en ce moment. Oui. Donc, ce que j'ai ici, c'est une réédition. En fait, c'est une illustration qui a été faite dans les années, si je ne me trompe pas, 80. Par Peintre Saint-Gilles. Donc, c'est des affiches qu'on avait, nous, des cartes postales. Donc, on les a imprimées sur des chandails. On a aussi fait une réédition de notre chandail de la traversée de Humeur Design. Qui revient à la mode. Qui est revenu à la mode, effectivement. On a des jeunes dans début vingtaine dans notre équipe là, qui, quand ils ont vu l'original, on fait comme qu'est-ce que vous faites avec ça? Il faut que vous relanciez ça. Il y a Karine Locatelli aussi, je crois, qui a fait des sérigraphies sur chandail. Oui, on a fait une collaboration avec Karine qui nous a fait les illustrations de 4 des sommets emblématiques de la traversée. Donc, on peut se les procurer, les reproductions, soit en carte postale à travers la campagne ou on a certaines illustrations qui ont été mises sur des chandails, effectivement. Donc, les gens qui voudraient participer à la campagne de sociofinancement, on trouve le lien sur votre page Facebook, site Internet. Oui. C'est laruche.com, sinon on recherche la traversée de Charlevoix. Exactement. Merci beaucoup, Justin Vervet, pour ton passage aujourd'hui avec nous. Merci. Quatre ans après les premières démarches, l'Observatoire du Club d'astronomie de Charlevoix et de la ville de Baie-Saint-Paul a enfin été inauguré. Voici notre reportage. L'Observatoire, situé près du pavillon Saint-Laurent, est un projet conjoint de la ville de Baie-Saint-Paul et du Club d'astronomie de Charlevoix. Le télescope que vous voyez présentement, c'est un télescope de 14 pouces. Donc, c'est un gros diamètre. Et le télescope, parce qu'il est gros, il va capter beaucoup de lumière. Et un télescope comme celui-ci nous permet de faire de l'observation du ciel profond. Alors, quand on observe ce que nous, on appelle le ciel profond, ce sont des galaxies, des nébuleuses, ce sont des objets très lointains dans l'univers et qui ne sont pas très lumineux. Le projet de 100 000 $ a été financé à 70 % par la Ville dans le cadre de sa politique de ciel étoilé et à 30 % par le Club d'astronomie. Pour le club, c'est un investissement de 26 000 $. Avec cet argent-là, le club a acheté 2 instruments, celui-ci, le télescope de 14 pouces, et aussi une lunette astronomique. Alors, ce sont 2 instruments qui coûtent relativement cher. Ce sont des instruments scientifiques. Ce ne sont pas des jouets. Et donc, les gens qui vont manipuler les 2 instruments, ce sont des gens qui sont certifiés pour le faire. Tu vas venir ici, 42. Quelle heure qui on va la mettre à l'air? 14-42. Autrement, l'observatoire lui-même représente pour la ville de Baie-Saint-Paul un investissement de 70 000 $, ce qui n'est pas rien. L'observatoire appartient à la ville, les instruments scientifiques appartiennent au club d'astronomie. En plus d'observer les objets qui nous sont plus familiers, comme les étoiles, la Lune ou les planètes, le télescope de l'Observatoire pourra également permettre des observations du Soleil en toute sécurité grâce à un filtre spécialement conçu. On observe le Soleil avec nos instruments quand on fait de l'astronomie amateur, mais ça prend toujours des filtres appropriés. Jamais on observe le Soleil de façon directe. Puis quand on fait de l'observation avec un appareil comme celui-là, là je vois qu'il est équipé d'un ordinateur, est-ce qu'on doit déjà savoir où on cherche ou on peut juste explorer? La plupart des astronomes amateurs, on sait ce que l'on cherche, mais on a quand même maintenant une télécommande comme ceci qui nous permet littéralement de demander au télescope de pointer vers un objet que l'on choisit. Mais là, je pourrais aller, mettons, vers Mercure, Enter. Là, il va aller vers Mercure. On ne le verra pas, là, mais... Ça donne une idée comment ça fonctionne.
La structure de l'observatoire est également motorisée pour suivre l'axe du télescope. Cependant, les deux systèmes sont pour le moment opérés de façon indépendante. Au cours des prochains mois, le club espère acheter l'équipement qu'il faut pour synchroniser le mouvement du télescope et du dôme. Donc ça va nous simplifier la vie, mais ça coûte quelques sous. Alors là, on va trouver l'argent d'abord, ensuite on va s'équiper. Le club pourra désormais non seulement bonifier ses activités publiques gratuites en accueillant jusqu'à 10 personnes dans l'observatoire, mais souhaite également être plus présent dans le secteur scolaire. Premièrement, il faut dire qu'on est en période de rodage, parce que l'observatoire avec ses moteurs électriques, tout ça, faut avoir de la fiabilité, de la structure. Puis on est en mode de certifier les gens qui peuvent opérer l'observatoire. Après ça, il y a tout le côté équipement, télescope, certifier nos gens. Ensuite, il faut dire qu'on est en partenariat avec la Ville de Baie-Saint-Paul. Ça nous permet d'offrir des séances publiques avec les gens. Une première activité publique s'y tiendra le 14 octobre de midi à 14 h à l'occasion d'une éclipse solaire partielle visible depuis Charlevoix. Puis une dernière observation des étoiles avant l'hiver le mardi 21 novembre à 19 h. La nature, le système solaire, tout cela, c'est à portée de main, on le voit, et je crois que d'en apprendre davantage, c'est toujours pertinent. Question un peu philosophique. Pourquoi s'intéresser à l'astronomie de nos jours? D'abord parce que la curiosité nous y pousse, parce que les mystères de l'univers nous fascinent et nous interpellent. Aujourd'hui, les jeunes sont tout aussi fascinés par les choses de l'espace. Il m'arrive de donner des ateliers dans les écoles. Et je peux vous dire que les jeunes ne sont jamais à court de questions. Je me rappelle les discussions embryonnaires qu'on avait au conseil municipal où on va ériger l'observatoire. On discutait avec les membres du club et le secteur du Boisé-du-Quai est un secteur qui est formidable, un secteur en même temps qui, lorsqu'on est en soirée ou la nuit, il y a beaucoup moins d'éclairage qu'à certains endroits dans la ville. Et en même temps, c'est un secteur qui est accessible. Ce qu'on voulait, c'est que les citoyens de Baie-Saint-Paul puissent l'utiliser, qu'on ne soit pas dans un secteur où c'est difficile d'accès. Donc, je crois qu'on a retenu un secteur qui est vraiment, vraisemblablement fait pour cela. Le Club d'astronomie accueille de nouveaux membres de tous âges en tout temps, au coût annuel de 35 $ et se rassemble une fois par mois à la bibliothèque René Richard. Mettre en lumière les femmes qui ont bouleversé notre histoire, c'est ce que nous propose l'écrivaine Suzanne Réaume avec sa série de romans Les Rêveuses subversives. Suzanne Réaume, bonjour. Bonjour. Donc, Suzanne Réaume, vous êtes écrivaine, professeure d'histoire et également doctorante en langue, culture et littératie. Merci de prendre ce moment avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce premier tome d'une série, Les Rêveuses subversives. Déjà, Rêveuses subversives, c'est un titre qui en dit long. C'est un peu deux mots qu'on ne voit pas nécessairement ensemble toujours. Qu'est-ce que ça nous dit sur vos héroïnes? Bien, je suis très heureuse que vous avez remarqué que c'est deux mots qui semblent être en opposition. Mais quand on parle des femmes, ça a le gros bon sens. Une rêveuse subversive, c'est une femme qui est forte et qui parfois ne le sait pas. C'est une femme qui travaille dans les coulisses de l'histoire, qui fait arriver le changement. Et ses rêves la rendent subversive parce qu'elle dérange. C'est ça que ça veut dire être subversif. On dérange parce qu'on apporte quelque chose à la table. Puis une fois qu'on apporte quelque chose à la table puis qu'on réalise qu'est-ce que ça vaut, bien là, on peut se permettre de rêver puis d'aller plus loin. Donc, Les Rêveuses subversives, c'est ma collection historique, des romans historiques, dont le premier tome, c'est La Guérisseuse, et ça commence en 1710. Et c'est le récit de femmes qui n'existe pas, mais comme je nomme pas quelqu'un en particulier, mais c'est un amalgame de femmes qui existent dans un vrai tableau historique et qu'on voit le rôle qu'elles ont joué dans les coulisses pour être capable de changer l'histoire
ou de l'amener où nous sommes. Quand vous parlez d'un tableau historique, c'est qu'on entend parler de l'action, de l'impact de ces femmes-là sans jamais vraiment les nommer ou les identifier, c'est ça? Bien, moi, je les nomme, mais c'est que c'est certain quand j'ai fait mes recherches, parce que j'ai visité tous les endroits qui étaient ici. Et puis, c'est certain que c'est basé sur des faits. Oui. Mais quand on écrit un roman, bien, on a le squelette, les os, et puis on a la peau, mais il faut mettre quelque chose entre les deux. Et puis c'est là que je donne la vie à mes personnages. Donc, ces femmes, c'est de la fiction, mais sur un tableau historique. Donc, ici, en 1710, Aimée quitte la France avec ses parents. Elle va s'établir dans une colonie française à Terre-Neuve. Et c'est toujours le grand dérangement parce que les Français ont été poussés et repoussés et repoussés. Donc, elle part de Terre-Neuve, ensuite Saint-Pierre-et-Miquelon, ensuite Louisbourg. Là, il y a quelque chose qui arrive. Et puis, c'est sa fille qui continue, qui, elle, va être déportée en Philadelphie avec les Acadiens. Et ensuite, elle va se retrouver à la Nouvelle-Orléans. Donc, on voyage beaucoup à travers ça. On n'est pas uniquement ici au Québec. Là. Et ça démontre la migration de la langue française en Amérique du Nord. Oui. Alors, c'est exactement ça. Alors, ces femmes ici représentent l'histoire. Les femmes qui ont toujours travaillé de façon anonyme, parce que ce n'est pas les femmes qui ont écrit les livres d'histoire. Non. Puis même lorsqu'elles publiaient, c'était toujours anonyme. Ou sous un nom masculin. Fictif, exactement. Oui. Vous avez tout compris. Alors, c'est ici que moi, je veux parler d'elles, puis les célébrer et enseigner ça aussi aux futures générations, parce que, comme vous avez dit, je suis prof d'histoire. Donc, à travers c'est quasiment une semi-fiction, si on veut, on découvre l'histoire également là, de cette période-là. Est-ce que les prochains tomes, on change d'époque, on se suit dans le temps ou on change plutôt de personnage? Bien, c'est qu'il y a une évolution, mais on pourrait faire un genre d'arbre généalogique, peut-être pas de sang, mais comme ici, c'est le tome 1, c'est la guérisseuse. Donc, c'est une femme qui va guérir, qu'elle est la fille de Gaïa, qu'elle s'inspire de le lien à la terre, etc. Lorsqu'elle est en Louisiane, bien là, elle rencontre le vaudou, là, elle rencontre des chamans. Alors, le premier tome, c'est la guérisseuse, la femme qui guérit, mais qui autrement aurait été persécutée parce qu'elle était plus forte que les médecins. Elle aurait été qualifiée de sorcière à une autre époque. Voilà. Ouais. Ensuite, le deuxième tome, c'est La Messagère. Alors là, l'histoire va partir de la Nouvelle-Orléans pour suivre une jeune femme qui va venir avec les Ursulines à Montréal et ensuite s'installer à Montebello, juste sur la frontière du Québec. Et là, on parle beaucoup de santé mentale, de comment que les femmes étaient traitées, qu'elles pouvaient facilement disparaître. La prochaine, ça va être La Rebelle. C'est pour le roman, en ce moment, que je suis en train de faire ma recherche. Juste pour vous donner un exemple de l'importance de l'histoire, c'est que là, je suis en train de faire des recherches sur les allumetières qu'il y avait à Hull. Et puis, c'était des jeunes femmes canadiennes-françaises, des jeunes filles, des petits-enfants qui faisaient des allumettes en bois, mais avec du phosphore blanc. Puis le phosphore causait un genre de nécrose maxillaire. C'est très dangereux. Ça les défigurait complètement. Alors, c'est pour ça que j'ai à cœur de raconter l'histoire. L'histoire est vraie, mais je suis allée chercher ces femmes-là, je les ai tissées ensemble, et puis c'est ça qui est la partie fictive. Parlez-moi donc justement là, de tout le travail de recherche qui est derrière un livre comme celui-là. C'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête en un après-midi. Non, effectivement. Ça sort pas d'un jet. En prenant un lait au chocolat chaud. Effectivement, non, ça fait plus de 10 ans que je travaille là-dessus. Et puis mes filles ont dit, maman, quand est-ce que tu vas publier? Alors c'est pour ça qu'il est sorti cette année en même temps que l'autre roman, La Recevante. Mais oui, effectivement, j'ai voyagé. Je suis allée à ces endroits-là, Saint-Pierre-et-Miquelon, je suis allée à Terre-Neuve, etc. J'aime voir de mes yeux. J'aime parler avec des gens qui sont là, parler aux racines, le sentir des vibrations, voir les couleurs. Si je décris quelque chose parce que je l'ai vu.
Pour les alimentières, j'ai rencontré la doctorante qui est en train de faire sa recherche sur les alimentières. Puis on a marché dans le vieux hall ensemble. Puis j'avais le frisson parce qu'elle me montrait les maisons, elle me montrait... Alors, je veux le vivre. L'énergie est encore là dans ces lieux-là. Incroyable. Alors là, tu sais, ça rentre dans ton ADN, puis là, tu dis, il faut que je l'écrive. Oui. C'est ça qui te donne la discipline pour raconter leur histoire. Oui. Je sens quand même une couche de féminisme dans vos livres. Ça vous parle beaucoup. Donc, au niveau de l'histoire, comme professeur d'histoire, est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de mettre de l'avant un peu, la présence des femmes? Sans m'en apercevoir. Parce que on raconte notre histoire, puis c'est tout à fait naturel. Et puis là, il y a quelqu'un qui est peut-être plus objectif, puis qui va dire, mon Dieu, ce sont tous des femmes engagées. Comme la maison d'édition a dit, c'est des femmes engagées, c'est des féministes. Puis là, je disais, j'y avais pas pensé. Ouais. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que c'est l'histoire des femmes tout court. Et puis, c'est des femmes qui nous enseignent. Ce sont tous des messagères. Puis quand on enseigne, j'ai un petit peu cette touche-là quand j'écris, c'est d'enseigner, parce que enseigner veut dire aider. Donc, je veux aider ces femmes-là qui ont resté tellement silencieuses, puis que là, on leur donne une voix. Les mettre en lumière. Donc, si c'est féministe, ça va. Oui, assumons-le. Rapidement, voulez-vous nous parler un peu de votre autre livre qui est sorti aussi cette année? Oui, cette année. Alors, d'habitude, je ne sors pas deux romans en même temps, mais ça ici, c'est La Recevante, qui a eu son lancement au Salon du livre de Québec. Okay. Et puis, La Recevante, c'est une maison ici, dans Charlevoix, parce qu'on nomme toutes nos maisons. Et c'est une histoire bouleversante. C'est au sujet d'une journaliste sans frontières qui a vu les ondes de conflit sur la planète et qui revient ici dans Charlevoix, à La Recevante, la maison ancestrale de ses parents, pour écrire ses mémoires. Okay. Et lorsqu'elle écrit ses mémoires, elle a des réviviscences, puis aussi un stress post-traumatique où elle réalise qu'il y a des choses qui sont arrivées au Congo et en Afrique, puis elle doit trouver la réponse. Donc, elle retourne. Et naturellement, il y a des rebondissements, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Et elle s'associe avec un groupe de femmes pour trouver des réponses. Et puis, c'est des femmes qu'elle n'aurait jamais pensé s'associer avec. Des prostituées de Goma, et des religieuses. Et finalement... Des opposées complètement. J'aime beaucoup opposer parce qu'il n'y en a pas d'opposition. OK? On pense qu'il y en a, mais... Alors là, c'est ça, je ne veux pas sortir le chat du sac, mais chaque femme est le résultat de son histoire, mais ça dépend qu'est-ce qu'elle a compris de son histoire. Ah, voilà. Super. Alors, intéressant. Vous êtes bonne vendeuse pour vos romans, en tout cas. Ça nous donne le goût de les lire. Bien, donc, merci. Pour les intéressés, il y aura séance de dédicace ce dimanche, le 15 octobre, de 14h à 16h au Centre culturel Paul Médéric. Ouais. Si on n'a pas déjà le livre, est-ce que ce sera possible de se le procurer sur place? Absolument, oui. Oui. Et sinon, j'imagine que nos libraires le distribuent aussi. Absolument, oui, avec plaisir. Et puis, comme je vous dis, je vous accueille dimanche. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Oui. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une bonne lecture. Merci beaucoup, Mme Réaume. Merci à vous. C'était ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.